Un point important, effectivement, je crois savoir que parmi les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, il y a un certain nombre de gens qui sont dans l'univers du marketing, de la communication, mais pas que. Et donc, on pense souvent que l'important, c'est de développer une stratégie digitale. En fait, l'enjeu, le plus souvent, c'est pas la stratégie digitale, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de construire une stratégie d'entreprise dans un environnement qui est digitalisé. Et c'est ça qui est important. Ça, j'enfonce une porte ouverte sur l'environnement digitalisé, mais par contre, c'est bien plus important et beaucoup plus structurant pour la future stratégie digitale que vous mettrez en place. Et l'important, c'est justement de formaliser cette stratégie générale dans un écosystème qui, de toute façon, le requiert. Juste pour planter un peu le décor, et c'est pour ça que j'ai fait cette diapo, c'est en fait de dire que la stratégie digitale, c'est déjà l'aboutissement de 3 étapes préalables. Mettre en place et concevoir une stratégie générale d'entreprise, derrière une stratégie de marque. Alors ça peut être une marque entreprise, mais ça peut être aussi une marque commerciale. Ça peut, voilà, mais disons, la stratégie de marque était extrêmement structurante. Et ensuite, on arrive à tous les leviers stratégiques et donc toutes les stratégies. La stratégie financière, stratégie marketing, commerciale, organisation, transformation digitale. Et ça, c'est des points importants. Et je fais une distinction aussi entre la transformation digitale et la stratégie digitale. Bon, on va pas faire trop de sémantique, mais c'est simplement pour dire que c'est tous ces éléments-là, donc de cet étage 3, qui vont permettre ensuite de construire mieux les choses. Et tout ça, derrière, ça doit se traduire en plan d'action. Et c'est souvent, enfin moi dans les PME que j'accompagne, je me rends compte souvent qu'il y a une confusion entre stratégie et plan d'action. Et c'est pour ça que je vais revenir sur un ou deux petits éléments. C'est quoi en fait une stratégie générale d'entreprise? En fait, ça se résume très simplement à 3 questions. C'est pas un exercice bien compliqué en soi. C'est d'abord, bien sûr, où en sommes-nous? Elle est où la boîte? Donc, on se fait un diagnostic stratégique. Alors, en général, ça peut être un peu raccourci. On verra un peu dans le détail ce que ça représente. C'est de l'entreprise et de son environnement. Donc, on part de où? La deuxième question, c'est, mais au fait, c'est pour aller où? Que doit devenir l'entreprise? Et ça, c'est sans doute le point le plus important et qui est parfois un peu négligé, c'est de se dire, il y a d'abord une vision du dirigeant. Alors là aussi, c'est un terme qui est utilisé un peu dans tous les sens, mais quand on parle d'une vision de dirigeant, c'est une vision à long terme. C'est la mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui peut être à 10 ou 15 ans. C'est pas le propos, mais c'est une forme de fil rouge qui va faire se dire, mais en fait, j'aimerais aller où? Dans mon idéal, ce serait quoi? Ma boîte devrait devenir quoi? Ou je devrais avoir quel rôle dans la société? Ou quel impact social ou sociétal je devrais avoir? Et puis, le fait d'avoir cette vision, ça permet aussi de définir un objectif de principe sur un moyen terme. Alors le moyen terme, vu de ma fenêtre, c'est 5 ans, mais j'y reviendrai après. Et la troisième question, c'est simple, entre là où je suis et là où j'ai envie d'aller, quelles sont les étapes pour atteindre cet objectif de moyen terme? Et en général, on constate qu'il y a des écarts, c'est ce qu'on appelle l'écart stratégique. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire, oui, mais puisque je vois qu'il y a de vraies différences, quels sont les moyens, comment je vais définir les moyens pour atteindre cet objectif? Et donc, c'est pas un objectif pour demain matin 8 heures, c'est encore une fois un objectif moyen terme. Et une fois que vous avez commencé à répondre à ces 3 questions, en fait, vous êtes en train de préparer gentiment votre stratégie générale d'entreprise. C'est pour ça que je dis faire mijoter à feu doux, parce qu'en fait, c'est les 3 questions les plus structurantes qui vont vous permettre de définir une stratégie. Donc, c'est pas très compliqué, c'est pas un truc de consultant, la stratégie, mais c'est quand même extrêmement structurant. Donc, il faut pouvoir y réfléchir de cette façon-là. Juste pour rajouter un peu là-dessus, c'est vrai que nous, comme je disais, on a régulièrement passé des paliers. Et en fait, à chaque palier, vu qu'on était en train de charbonner, en mode ça y est, on chope des nouveaux clients, on est content, on structure, on recrute, machin, on a très vite fait en fait d'oublier un peu ces bases, d'oublier de repositionner voilà cette stratégie ou de la faire évoluer parce que voilà la structure évolue donc il faut qu'elle évolue un petit peu. Et à chaque fois qu'on a oublié de faire évoluer cette stratégie, c'est là où c'est parti en cacahuète. Problème de communication, des gens qui vont à gauche, les autres à droite, les gens qui vont au milieu, machin. Au final, plus personne ne sait où aller puisqu'il y a besoin de remettre de la communication et de redonner ce cap. Et dès que le cap il change, un peu comme quand on est en train de voilà, quand on est skipper et on sait qu'on doit aller jusqu'aux États-Unis par exemple en bateau, à chaque fois on va tirer des bords et c'est important de se rappeler le cap où on doit aller. Et c'est ça que j'aime bien faire le parallèle aussi maintenant avec le running, vu que je suis à fond sur le running, je le partage régulièrement sur LinkedIn. Et c'est vrai que si on a un plan, on veut réussir son marathon et faire je sais pas quel temps en marathon, au final, il va falloir
cadencer tout ça dans le temps, mais à la base, on s'est dit, je veux faire tel temps au marathon ou je veux juste finir mon marathon. Et après, il faut cadencer tout ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai très vite fait souvent d'oublier de redonner un cap, mais il faut le repartager régulièrement, je pense. Exactement. Donc, sachant que là aussi, on parlera d'ailleurs de cap stratégique tout à l'heure, mais il ne faut pas confondre stratégie et objectif. Il y a pas mal de gens qui se disent, moi j'ai des objectifs clairs, précis, je les ai écrits, donc j'ai une stratégie. Et ben ça, c'est pas la solution. Bon, ben, je vais bien L'objectif, participer à c'est ton là où on webinaire. veut aller, mais c'est pas en fait, la stratégie, c'est le comment on va y aller. Pour faire simple. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement le fait de dire, bah oui, stratégie, c'est à 5 ans. En fait, oui, le bon espace-temps pour une stratégie, c'est 5 ans. Mais alors, j'entendais, soit vous allez être interpellé par ce que je vous raconte là, ou soit vous allez carrément décrocher. J'espère qu'on va rester dans la première phase. C'est qu'en fait, bah, c'est difficile de prévoir le chiffre d'affaires dans beaucoup des secteurs dans lesquels vous vous trouvez. Et c'est vraisemblablement difficile de définir le chiffre d'affaires à 6 mois. Les contraintes économiques, les contraintes réglementaires, fiscales, sanitaires, bon ça on a tous bien vécu, et tout ça sans perpétuer l'évolution. Donc à quoi bon définir une stratégie à 5 ans, puisque tout change. Et on peut aller un peu plus loin dans la même analyse. Si on parle de vos clients, bah, la volatilité des clients est plutôt importante. Alors bien sûr, on a des experts en marketing et en communication qui vont travailler sur la fidélisation des clients. Mais on remarque quand même que les clients historiques, bah d'abord, il y a tout plein de nouveaux entrants sur vos marchés, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux usages. Et puis, bah, le modèle économique qui a permis à votre entreprise, si elle a déjà quelques heures de vol ou de navigation, pour rester dans le cadre pilotine, je veux dire, le modèle économique qui a fait la réussite de l'entreprise et qui lui a permis de se développer jusque maintenant, bah, il est souvent bousculé par des évolutions rapides de la chaîne de valeur ou par ce que je disais précédemment, de nouveaux entrants sur les marchés. Donc en fait, la question que la plupart des dirigeants que je rencontre me disent, mais ça sert à rien. Pourquoi réfléchir à plus de 12 mois? Et d'ailleurs, les événements récents le démontrent. Et ben, si c'était le sujet, je ne serais pas en train de vous en parler aujourd'hui. Et je peux vous assurer, moi, ça fait 7 ans que je suis dans le conseil. J'ai eu toujours cette position de la part des dirigeants que je rencontrais. Et comme en général, je les accompagne sur plusieurs années, ils ont complètement transformé leur vision et ils en voient l'intérêt. Et j'espère pouvoir vous faire partager ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? En fait, c'est d'agrandir le champ des possibles. C'est-à-dire que quand on est à 12 mois, et ça, je pense que vous le vivez tous, chacun dans vos entreprises, une entreprise s'inscrit dans la continuité. Bon, sauf si il y a eu un cataclysme et que donc, pour pas aller dans le mur, il va falloir faire autre chose. Mais si globalement les affaires vont à peu près bien, ben, quand on réfléchit à 12 mois, on est forcément dans la continuité. Alors que si on réfléchit à 5 ans, en fait, les évolutions fortes sont possibles et des ruptures deviennent possibles. Je parlais tout à l'heure de stratégie de rupture. Et en général, c'est aussi le dirigeant qui se sent mieux parce que son audace, son ambition peuvent reprendre le dessus. Il peut envisager des évolutions, voire des changements de modèle économique. Alors moi, ça m'a fait beaucoup sourire pendant ces 2 dernières années de Covid où on entendait régulièrement les boîtes, il faut que vous réinventiez. Ouais, le dire c'est bien, c'est une bonne formule de journaliste, mais changer de modèle économique, c'est lourd, ça demande pas mal de choses. Ça fait d'ailleurs partie de la réflexion stratégique, mais ça se fait pas en claquant dans les doigts simplement parce qu'il y a urgence à faire autre chose. Donc en fait, définir un cap stratégique à 5 ans, c'est d'abord et avant tout pour s'affranchir des contraintes à court terme. C'est-à-dire qu'on est bouffé par le quotidien qui nous demande ci, qui nous demande ça, des urgences et autres. Et donc, du coup, ce que tu as décrit tout à l'heure, Julien, est tout à fait exact, c'est que bon, on lève pas assez le nez et on se dit, bah, de toute façon, cet investissement important que je voulais faire, bah, je vais pas le faire maintenant parce qu'il faut d'abord que je résolve les problèmes à court terme ou ceci ou cela, que l'on reporte. C'est-à-dire tout ce qui a un impact moyen terme, on reporte. Est-ce que tu valides ce que je viens de dire, Julien? Je disais oui de la tête, pardon. J'ai vu ton oui de la tête. Alors, effectivement, après, moi j'ai des dirigeants qui me disent, ouais, mais 5 ans c'est long, peut-être que 3 ans ce serait mieux, puis même 2. Enfin bon, d'ailleurs, c'était un des éléments du chat avant le webinar, c'est quoi le bon timing? Je vais prendre 4 exemples très précis. Vous recrutez un manager clé dans votre boîte. Entre le moment où vous prenez la décision de le recruter, le moment où il arrive dans l'entreprise, en général, il se passe à peu près 6 mois, entre 3 et 9 mois, donc on va dire à peu près 6 mois. Mais le jour où il arrive dans la boîte,
il n'est pas totalement opérationnel, il ne va pas vous apporter tout ce que vous attendez de sa part au niveau de l'entreprise. Donc en général, c'est 12 à 18 mois pour que cette décision de recrutement pour une personne clé apporte tous ces fruits que ceux que vous attendiez. Deuxième exemple, quand on est sur des croissances rapides, il y a forcément des enjeux de financement de la croissance. Alors entre le moment où on fait un plan de financement, c'est quand même un exercice de réflexion important, qu'on obtient ces financements, parce que, alors je ne parle pas forcément d'élever de fonds de toutes les startups diverses et variées, hein, mais c'est aussi leur problème. Je veux dire, entre le moment où ils décident de le faire et le moment où l'argent tombe sur le compte en banque de l'entreprise, il se passe un certain temps. Et ensuite, une fois que cet argent tombe sur le compte en banque de l'entreprise, vous n'avez toujours pas mis en œuvre votre investissement. Donc, vous n'en avez pas encore les retours. Et donc, on est plutôt sur une période de 12 à 24 mois. Troisième exemple, vous dites, bah tiens, pour développer ma boîte plus rapidement, il faudrait que je fasse des acquisitions, donc stratégie de croissance externe. Pour le moment, on fait le ciblage, les prises de contact, les négos, les financements, le closing, le process d'intégration, parce que la vraie réussite ou la vraie difficulté d'une croissance externe, c'est les process d'intégration, c'est de 24 à 36 mois. Et des gens vous diront, ah bah oui, mais moi j'ai fait mon achat en 6 mois, c'est absolument extraordinaire. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle a été réussie? Est-ce qui s'est passé? Mais donc là aussi, on est sur un espace-temps long. Et le dernier exemple le plus flagrant, c'est l'international. L'international, en supposant que votre entreprise ait déjà développé des choses importantes en France, avec une belle réussite ou autre, ben on a envie de regarder au-delà des frontières et faire un certain nombre de choses. Bon, entre le moment où vous allez décider de se dire, tiens, je vais attaquer tel ou tel marché, et le moment où votre entreprise va avoir un compte de résultats sur l'international qui soit positif et que vous allez avoir quelque chose de profitable, c'est de 36 à 48 mois. J'ai pris 4 exemples, je pourrais vous en prendre 25, mais sinon c'est encore là demain matin. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que la vision à 12 mois, eh ben, les 4 exemples que je viens de vous donner ne rentrent pas dans ce cadre. Pour construire une stratégie, il faut quoi? Bien sûr, on commence par un diagnostic. Alors là, jusque-là, on a l'habitude de faire des diagnostics. On va parler de SWOT, les forces, les faiblesses, risques, opportunités. En fait, ça doit devenir quand même relativement détaillé et précis. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce qui se passe dans l'entreprise, mais également ce qui se passe dans son environnement. Alors, joyeusement, moi, je sais pas comment ça se passe dans vos boîtes, mais les entreprises que j'ai pu accompagner, qui sont avec des dirigeants plutôt un peu brillants, on mélange joyeusement ce qui se passe en interne et ce qui se passe en externe. Donc ça, c'est déjà un premier point, mais enfin bon, bref, ça, c'est pas le problème. Mais donc, les forces, les domaines d'excellence, les faiblesses aussi, on identifie des points durs, mais il y a aussi tous les points de vigilance. Et dans le diagnostic, si justement vous n'allez pas sur ces sujets-là, ça peut être un peu compliqué. Après, on parle souvent, c'est quoi les potentiels de l'entreprise? Oui, alors ça, on peut parler en termes de marché, par exemple. Oui, si on allait sur ce marché-là, ce sera absolument extraordinaire. En fait, l'enjeu quand on regarde un potentiel, c'est est-ce que ces potentiels sont accessibles à l'entreprise avec ses moyens existants, ou est-ce qu'il faudra avoir d'autres moyens pour accéder? Vaut mieux quelquefois ne pas aller sur les marchés les plus importants avec le potentiel le plus important, mais aller sur les marchés où là, on peut arriver rapidement et être performant et gagner de l'argent. Le quatrième point en termes de diagnostic qui est très important, là, encore une fois, je m'adresse à des entreprises de petite taille, des PME, ça peut être des TPE, ça peut être des startups. En fait, les finalités personnelles, c'est-à-dire ce qui fait qu'il se lève le matin, le dirigeant, sont extrêmement importantes sur la stratégie de l'entreprise. Ce serait pas vrai si vous étiez dans un grand groupe ou voire même une ETI. Mais dans une petite entreprise, sa personnalité et ses objectifs personnels doivent en fait se traduire dans les objectifs de l'entreprise, donc ils doivent être totalement alignés. Et 9 fois sur 10, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un point très important du diagnostic, c'est de se dire, mais au fait, et même avec des entreprises qui réussissent bien, hein, c'est pas le problème de réussir ou pas réussir. C'est simplement, je vais prendre un exemple très concret, le gars qui dit, écoutez, j'aimerais arriver à libérer du temps parce que je vois pas grandir mes enfants. Ouais, d'accord, très bien. Et puis, un quart d'heure plus tard, dans le même entretien, qui vous dit, tiens, en fait, je viens d'investir dans une usine de production en Asie, et puis de toute façon, j'ai personne dans mon équipe qui peut le faire, donc il faudra que j'y sois toutes les 3 semaines. Mais ça, c'est légion et c'est tout le temps. C'est-à-dire que bien sûr que cet investissement qu'il a fait en Asie est utile pour lui, mais sauf que c'est totalement non aligné avec ses finalités personnelles, ou moins celles qu'il déclare. Et un dernier point aussi du côté de l'entreprise,
que j'ai pas noté là, mais qui est important, c'est ce que j'appelle moi les actifs latents. Actifs au sens financier du terme. C'est-à-dire des choses que le dirigeant ou ses managers ne voient pas, ne voient plus, et en fait, si on va les chercher, alors que c'est dans l'entreprise sur un certain nombre de choses, on va trouver des leviers de développement extraordinaires. Et C'est ça, c'est très les petites fréquent. pépites, quoi. Genre une machine qui est pas utilisée, Ça peut être une machine, ça peut être les hommes. une norme ISO, un homme clé, c'est Non, ça? là, je parle de choses dans l'entreprise, parce que la norme ISO, pour D'accord. moi, c'est extérieur. Mais Ok. effectivement, c'est toutes les choses qui sont dedans. C'est des collaborateurs qui sont multilingues et on n'utilise pas leurs compétences. Ah, ok. Enfin voilà, enfin, ça peut toucher à tout, mais le cas de la machine est très fréquent. Ok. Le Par petit exemple, bonus, quoi. Le petit moi, bonus. j'avais un industriel qui me disait, ben voilà, j'ai 2 machines parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir une machine qui tombe en panne parce que sinon, c'est dramatique pour nos clients, c'est dramatique pour nos commandes, ce genre de choses. Donc le gars, il avait à l'année 2 machines qui faisaient la même chose, il en faisait tourner qu'une. C'était pertinent puisque c'était un niveau de risque élevé pour son entreprise. Sauf qu'il n'a jamais pensé à en faire quelque chose. Et donc moi, je l'ai amené à travailler sur cette autre machine, à faire autre chose. Il a adressé un autre marché, donc il n'y avait pas de conflit l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc, mais ces actifs latents, on n'imagine pas le nombre qui existe. Donc c'est pour ça l'intérêt du diagnostic, il faut aller assez loin. Et c'est aussi une raison pour laquelle c'est parfois difficile pour les gens en interne de voir des choses qu'ils ne voient plus, ou des choses qu'on a essayées il y a 2 ans ou 3 ans. Donc c'est pas la peine de recommencer puisque ça n'avait pas marché il y a 3 ans. Mhm. Non, c'est top, c'est intéressant. En termes d'actifs latents, on en a aussi, par exemple, dans le digital ou dans la communication. Des fois, on se rend compte que on a fait plein d'articles de blog, on a des templates en interne, on a des process qui pourraient facilement être partageables et générer de la visibilité et des leads pour les entreprises. Donc, effectivement, ça vaut le coup de farfouiller parfois. Et cet exercice du SWOT, honnêtement, moi, j'en ai fait plein à l'école et tout ça. Je suis sorti quoi il y a 8 ans maintenant de l'ESC Toulouse. Honnêtement, c'était super chiant, ça gave tout le monde de faire des SWOT. Mais je me suis rendu compte que quand on a un client qui nous contacte pour qu'on fasse son site et qui manque le SWOT, honnêtement, il nous manque quand même quelque chose parce que cette information, c'est super relou à faire, mais je trouve que pour un prestataire comme nous, elle est capitale parce que ça nous permet des fois de voir en disant voilà, sur le marché, il y a tel risque. On dit putain, merde, moi, j'allais pas proposer ça sur le site ou ainsi de suite. Mais ça peut avoir de grosses incidences. Donc, en fait, ce travail, moi, je le trouve pas très excitant, mais au final, il est extrêmement utile. Donc, on s'astreint à le faire, effectivement, maintenant. En fait, le SWOT, c'est normalement la synthèse de ton diagnostic. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été très loin pour voir sur tous les domaines de l'entreprise ce que tu pouvais y voir, tu vas dire, bon, bah tiens, la synthèse de tout ça va se résumer dans Exactement. ces 4 parties du tableau. Ouais. Sauf que la plupart du temps, les SWOT sont des SWOT figés. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, mes forces, mes faiblesses, machin. Et moi, en fait, ce que je fais avec mes clients, c'est pas ce genre de SWOT, c'est ce que j'appelle un SWOT dynamique. C'est que je veux dire, puisque on a l'intention d'être là-bas dans 5 ans et qu'on est là aujourd'hui, eh ben, que vont devenir vos forces, que vont devenir vos faiblesses, que vont devenir les opportunités, que vont devenir les contraintes. Et là, ça change tout. Parce qu'en fait, si tu fais même une très bonne analyse de ce qui se passe aujourd'hui, ça ne te dit rien de ce qui se fera demain. Donc, si tu n'envisages pas les choses, bah, tu vas pas transformer ta boîte au regard de cette transformation dynamique. Et donc, si tu n'as pas d'objectif à moyen terme, tu es à nouveau à la rue. Donc, l'intérêt du diagnostic, c'est de définir précisément les enjeux de développement. Les enjeux, c'est-à-dire ce à quoi je dois répondre pour que je puisse réellement développer ma boîte comme je le souhaite. C'est anticiper l'évolution de l'entreprise dans son environnement. On est tous à dire que nos environnements changent très vite. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des modèles économiques d'hier qui ne seront peut-être pas ceux de demain. Donc, si on n'a pas cette compréhension de ce qui se passe autour de nous, de la façon dont nos filières évoluent et que demain, ça va changer le business, je veux dire, le nombre de filières qui ont totalement changé ces 15 dernières années, je pense que vous les connaissez tous, donc c'est vraiment important. Et puis aussi, se dire, il y a peut-être des leviers de croissance que j'ai jamais utilisés. Et je vais vous donner un exemple à nouveau très concret là-dessus sur l'importance du diagnostic. C'était mon premier client quand j'ai démarré le conseil il y a 7 ans, une boîte qui avait 25 ans, qui s'était bien développée. Et quand je suis arrivé, ça faisait 3 ans que la boîte stagnait à 11 millions d'euros. Alors, vous allez dire, c'est pas la fin du monde, sauf que son résultat, lui, en 3 ans, était passé de 12 à 0. Donc, c'était pas terrible. Et puis, surtout, le patron était un passionné de développement. Donc, il m'a dit, mais Frédéric, j'ai tout essayé, j'ai changé les trucs, les machins, tout ça. J'arrive pas à faire à repartir dans le développement. Et il me dit, de toute façon, la seule solution, donc ça, c'était son diagnostic. La seule solution, c'est de faire de la croissance externe. J'ai identifié 4 cibles. Je les connais très bien, parce que le gars, c'était un expert de son métier, ça faisait 25 ans qu'il était. Bon, donc c'était effectivement des très bonnes cibles. Et je lui ai dit simplement, j'ai écouté, si vous le permettez, je vais faire un diagnostic de votre entreprise et je vous dirai ce que j'en pense.
Bon, le résultat, c'est que 3 mois après, quand je lui ai sorti le diagnostic, je lui ai dit, écoutez, je vais vous expliquer comment on va passer votre boîte de 11 millions d'euros à 25 millions d'euros en 5 ans, sans faire de croissance externe. Donc j'étais aux antipodes de ce que lui voyait. Et le gars, il est brillant. Hein. Bon, je suis pas plus malin que lui. C'est pas le propos. Mais simplement, j'avais un regard différent sur son entreprise. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais être très concret, je m'arrêterai sur cet exemple. C'est que l'entreprise était à 11 millions d'euros, stagnation depuis 3 ans. 2 ans et demi après, on était à 22 millions d'euros. Et 6 ans après, on est à 35 millions d'euros. On a fait, pour arriver à 35, 2 acquisitions, mais en croissance organique, c'est-à-dire en croissance interne, on est monté à 28 millions d'euros. Bravo, belle Bon. stat. Mais c'est un travail collectif, hein, je ne me mets pas ça sur les zèbres, c'est simplement de montrer l'importance du diagnostic. Ok. Et donc l'environnement aussi, alors. Exactement, et de son environnement, tout à fait. Parce qu'en plus, il était sur un marché porteur, le gars, donc on aurait pu dire, tiens, le marché le porte. Ben non, ça le faisait pas. Deuxième étape de la fusée, quand on veut mettre en place une stratégie, c'est, je reviens sur la formalisation de la vision à long terme. Oh là là, à nouveau le long terme. Il me parlait déjà 5 ans, maintenant il parle à 10, 15 ans, c'est dramatique. Bon, en fait, c'est quoi? C'est la représentation qu'on se fait du futur. C'est où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que l'entreprise devrait devenir. Et donc, et le fait d'avoir ce fil rouge, cette vision, ça va aussi permettre de définir la mission générale de l'entreprise. Vous savez, on parle de plus en plus d'entreprises à mission. Ouais, mais on met quoi derrière là? C'est au-delà d'un verbiage sympathique. Donc, ça, c'est un point important. Et cette projection à long terme permet de définir aussi les objectifs à plus court terme, c'est-à-dire moyen terme, c'est-à-dire l'espace-temps de la stratégie. À 15 ans, c'est pas de la strat. Hein. À 15 ans, c'est vraiment de la vision. C'est on sent que ou on aimerait bien que. Je vais vous donner là à nouveau un exemple très concret. C'est une boîte suisse qui était dans l'événementiel grand public. Boîte de 15 personnes, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, activité plutôt régionale. Le gars avait cette vision, bon, ça coûte rien de le dire, un jour je serai leader de mon secteur au niveau mondial. Bon, ça coûte, voilà, on pouvait se dire, oui, c'est un utopisme ou non. Sauf que cette vision-là, il l'avait ancrée au corps, et tout ce qu'il a mis en place derrière, bon, là aussi accompagné sur ces sujets, était tourné pour la réalisation de cette vision. Là, c'est pas moi qui ai accompagné cette entreprise, mais c'est un ami proche. 14 ans plus tard, l'entreprise qui avait 15 collaborateurs, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était 3000 collaborateurs et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Par contre, il y avait une rupture stratégique, et c'est là où le consultant avait eu son intérêt, c'était de lui dire, tu vois, tu te développes aujourd'hui sur l'événementiel grand public, qui est le plus porteur à l'époque, pas de problème. Si tu changeais et que tu allais dans le B2B, tu arriverais à faire des choses encore beaucoup plus grandes. Bon, ça se fait partie. C'est-à-dire quand les choses sont les plus évidentes, quelquefois, il vaut mieux aller ailleurs. C'est ce qui s'est fait. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est leader dans son domaine et avec un niveau de profitabilité bien supérieur à de belles entreprises dans l'événementiel lyonnaise, que l'on ne citera pas. Bien, donc voilà, c'était pour montrer l'importance de cette vision, parce qu'à nouveau, c'est juste un guide, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas un truc on va pas en écrire 25 000 choses. Est-ce que si on parlait de vision, ce serait quoi ta vision pour ton entreprise, Julien? Excellente question. Donc nous, on veut devenir les. En fait, le but de chez Pilotine et donc du coup notre vision, c'est de permettre à chacun en fait de donner un sens à son projet digital et de le faire avec le plus de plaisir possible. Donc ça implique du coup deux choses. Donc donner du sens au projet digital, il y a un gros sujet sur la formation amont ou la structuration de la stratégie en amont. Parce qu'on a fait tellement de sites qui servent à rien, honnêtement, pendant des années. Donc du coup, cette vision, elle est venue aussi au fur et à mesure parce qu'on s'est rendu compte, voilà, les clients ils viennent avec une bonne idée, mais voilà, souvent ils servaient à rien. Et donc du coup, c'est de donner du sens, donc de creuser en amont le besoin, de creuser vraiment le challenge de l'entreprise et donc sa stratégie avec eux. Même si nous, on n'est pas experts comme toi, c'est-à-dire qu'on a besoin de récolter ces données-là, mais de pouvoir les analyser pour faire en sorte que le projet il ait vraiment du sens pour la boîte, qu'ils soient en lien avec leur propre vision, et de le faire avec le plus de plaisir possible. C'est là, en interne, on va essayer d'être encore plus humain que la moyenne. On va essayer vraiment d'être dans beaucoup de relationnel, de gamifier un peu tout ça, et voilà, qu'il y ait un peu de fun quand on gère ces projets-là. Donc voilà, donner du sens aux projets digitaux et le faire avec le plus de plaisir possible. Bon, et bien, et alors ce qui est bien, c'est que la diapo d'après,
Tu me l'as déjà décrite tout à l'heure, mais je voulais justement citer cet exemple. Parce qu'en fait, c'est la phase 3 de la stratégie. C'est la définition de l'objectif moyen terme. Et je prenais cet exemple-là et je pensais vraiment à toi, c'est pour ça que je l'ai illustré comme ça. C'est-à-dire que quand un coureur, enfin un gars qui fait de la course à pied, qui se dit, bah tiens, je me donnerais bien pour objectif de faire un marathon. C'est-à-dire qu'il y a une volonté profonde de se dire, il faudrait que j'y arrive. Bon, mais c'est loin de mes performances actuelles ou ce genre de choses. En fait, cet objectif, le fait que l'objectif soit clair, soit identifié, ça permet, un, de développer une volonté profonde sur le sujet, et deux, d'avoir une planification de son temps. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux éléments-là vont emmener la personne, étape après étape, à préparer cette réalisation. Alors qu'on aurait pu rester toute sa vie à se dire, bah tiens, je pourrais jamais faire de marathon. Donc, et ça, c'est un élément clé. Alors, je sais pas si tu partages, si ça s'est passé comme ça pour toi, mais enfin, en général, c'est ce qui arrive pour un certain nombre de sportifs où, bah oui, ça se fait pas immédiatement. Et donc là, à nouveau, c'est un objectif moyen terme. C'est pas de dire, je vais courir un marathon demain matin à 8 heures. Ouais, effectivement, en fait, ça vient souvent. Il y a une petite graine qu'on plante un moment en disant déjà je vais mettre au running. Hein. Déjà, tout simplement, c'est déjà de se mettre à la course. Et après, au fur et à mesure, il y en a qui commencent à changer en disant tiens, tu commences à courir pas mal, machin. Puis il y en a qui commencent à dire tiens, moi je vais faire le marathon. Et c'est là on dit allez, objectif marathon, je vais un peu faire comme les copains, je vais m'inspirer un peu de ce qui se passe à côté. Après, on fixe cet objectif, mais une fois qu'il est fixé, si on n'a pas le bon plan d'entraînement, en général, c'est un peu chaud. Donc si dès le début, on a quand même les bonnes pratiques, on est suffisamment bien conseillé en disant, OK, tu veux faire ton marathon, mais déjà, le tien, il est dans 1 mois, donc c'est mort. Il faut plutôt en prendre un qui est dans 3 mois minimum. En général, on sait qu'on part sur du 3 mois d'entraînement avec un plan d'entraînement hyper strict pour réussir ce marathon-là, surtout si on courait pas avant. Donc il y a toujours le petit truc, le petit truc qui germe au début, mais après il y a besoin du coach en général ou des conseils, des trucs comme ça, et du plan d'entraînement. Et là, c'est le meilleur moyen d'y arriver. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que je fais le parallèle, moi, avec le dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire le dirigeant d'entreprise qui, certes, est bouffé par le quotidien, comme tous les dirigeants d'entreprise, mais qui consacre suffisamment de temps et de réflexion à la définition de ses objectifs moyen terme. Et en faisant ça, bah, ça évite de se laisser porter par le courant, par le marché, par la guerre des prix, par tout ce qui fait qu'on va un coup à droite, un coup à gauche ou un coup derrière. Alors, moi, j'aime bien ce petit dessin-là parce que je trouve que ça explique bien un peu cette phase stratégique qui est importante. C'est celle dont tu parlais tout à l'heure, le cap stratégique et les scénarios de croissance. On pense souvent que le fait de se fixer un objectif, je disais à moyen terme, ça va figer les façons d'y aller. Et donc, on se dit, bah, vaut mieux que la route la plus directe, ce soit celle dont on se rapproche. Bon, en fait, c'est pas vraiment ça. Faut d'abord, moi, cet objectif, c'est, je le dis, on décide de son ambition. On voudrait aller jusqu'où, on voudrait faire quoi. Et là, pour le coup, chaque dirigeant peut avoir des objectifs très différents, même dans un même secteur. Donc, l'idée, c'est que, et c'est illustré par la petite courbe couleur or, c'est qu'en fait, il y a 36 chemins pour aller d'un point A à un point B. Et que, bah, justement, il y a 36 chemins parce qu'il peut y avoir des événements qu'on n'a pas prévus. Personne n'a de boule de cristal. Il n'y a aucun manager qui a de boule de cristal parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Mais en définitive, c'est pas parce qu'on a fixé un cadre stratégique que l'on va pas pouvoir avoir plusieurs façons d'y aller. Mais l'autre sujet encore plus important, c'est que le dirigeant de PME, de petite entité, est en général un vrai chasseur d'opportunités. C'est-à-dire le gars qui connaît bien son secteur, le gars ou la femme, hein, c'est pas le problème. Donc le dirigeant qui connaît particulièrement son secteur, sa concurrence, son métier, ses forces, ses faiblesses, tout ce qu'on veut. Donc il identifie X fois par semaine ou par mois de nouvelles opportunités. Et pour le coup, 9 fois sur 10, ces opportunités sont bonnes. C'est-à-dire qu'il a vraiment identifié de belles choses. Sauf que si ces opportunités, on n'est pas capable de les transformer en réalisation, ça devient des mauvaises opportunités. Et donc, moi, quand je démarre avec un dirigeant, quand je l'accompagne, je lui dis, et quand je lui fais ce constat, il me dit oui, effectivement, moi je sais qu'il y a telle chose, tout ça. Donc voilà, ils sont tous pareils. Je lui dis, bah moi je vais vous apprendre à refuser des opportunités. Ça va être une partie de mon job. Refuser des opportunités. Pourquoi? Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne servent pas le propos de votre objectif. Vous me dites dans 5 ans, je voudrais me trouver là-bas. Eh bien, l'opportunité qui se présente, vous allez toujours pouvoir la juger et la valider au regard de est-ce que ça sert le propos pour aller là où je veux aller.
Si ça le sert, bon, on n'a pas d'autres façons de l'analyser et on va sans doute l'apprendre. Mais si au contraire, c'est l'opportunité du siècle, mais que ça ne va pas du tout servir votre projet de développement d'entreprise, bah, vaut mieux la laisser passer. C'est pas simple, hein, ce que je suis en train de vous dire, parce que pour le coup, les gens s'y rattachent. Mais un dirigeant qui n'a pas de stratégie, il va saisir l'opportunité 1, l'opportunité 2, l'opportunité 3, et ce qui fait qu'il va un coup à droite, un coup à gauche, un coup derrière. Et au bout du compte, il se dit, bah ouais, tout ça c'était intéressant, et surtout pire que ça, c'est qu'il met toutes ses équipes en disant, bon, allez, c'est ça l'idée du siècle, il faut qu'on y aille, allez, on fait une task force, tatati dada, bon, ouais. Et puis 2 mois après, il a une autre opportunité absolument géniale, il dit à ses équipes, bon, time up, on arrête sur ce qu'on faisait jusque maintenant, parce que là, j'ai encore bien meilleur que celle que je vous ai racontée il y a 2 mois. C'est ouf parce que c'est ce qui s'est passé chez nous il y a 2 ans, il y a 2 ans à peu près. En fait, suite au Covid, on a fait un pivot qui était très très smart à l'époque, qui est de se dire allez on se met à fond sur parce qu'on était énormément en lien avec ce côté pédagogique tout ça, donc on s'est mis à fond dans la formation et donc on a commencé à développer l'aspect formation. C'est-à-dire que maintenant on est Calliope, on fait des OPCO, des CPF. En fait, dès le moment où on s'est dit tiens on va pivoter un peu, on va changer de business model. En gros, on s'est dit bon la stratégie on s'en fout, on est tellement dans un truc mouvant que la stratégie on s'en fout. Maintenant on va aller à fond dans les opportunités parce que cette première opportunité a vachement bien marché. On a fait voilà, elle était vraiment tip top donc elle a vachement bien marché donc on s'est dit c'est bon, on y va, on est en mode open opportunité et du coup on est parti dans tous les sens. Et là je dis il y en a qui vont à gauche, d'autres qui vont à droite, d'autres qui vont au milieu. Et du coup, depuis que je me suis remis, il y a quelques mois, à vraiment redéfinir à fond cette stratégie, maintenant, je me remets à refuser des choses. C'était déjà un process que j'avais fait il y a 3 ans, un moment où justement, nous, par exemple, tu vois, on fait des sites. Des sites, on peut les faire en WordPress, en PrestaShop, en TrucMuche, en Bidule, on peut faire en tout ce qu'on veut. À un moment, on s'est dit non, mais nous, on est fort sur WordPress. On va rester sur WordPress et devenir les meilleurs sur WordPress. Et du coup, là, on était déjà content. On avait fait un choix. On avait dit, on annule tous les autres. On fait plus que ça. Et après, voilà, Covid, boom, formation. Et du coup, on est reparti en cacahuète. Et c'est là où maintenant, bah, justement, en posant cette stratégie, en disant, nous, on en a 3 cette année. Le premier, c'est d'être sur des sites WordPress plus graphiques et plus techniques. Donc, monter en cible sur les sites. Le deuxième, c'est plus de formation sur le digital, mais que sur le digital. Et le troisième, c'est notre techno qui s'appelle le PiloPress, qui permet de faire des sites plus rapidement, plus sympas, plus stylés, plus tout ce qu'on veut. Et maintenant qu'on a ces 3 trucs, au moins toutes les autres opportunités qui arrivent, et ben je me dis non, celle-là, elle n'est pas en lien avec notre stratégie globale, donc on fait niette. Alors qu'il y a encore 1 an, j'aurais dit ouais, go, vas-y, c'est trop bonne idée, on y va. Mais c'est le meilleur moyen de se planter. Voilà. Et c'est d'ailleurs au moment où on était parti en cacahuète que j'avais rajouté le marathon. Souvent, le marathon, on se le rajoute soit quand on est en pré-burnout, soit quand on n'a plus de stratégie. Donc c'est parfait, quoi. Bon, je sais pas si je me mettrai au marathon, je rejoindrai plus de stratégie. Mais bon, en tout cas, bah, félicitations à toi. Non, mais simplement, c'est pour ça que la phrase la plus importante pour moi, c'est de comprendre que construire un cadre stratégique ne tue jamais, jamais l'agilité opérationnelle. C'est ça qui est important. Or, c'est tous les détracteurs des stratégies ou des planifications sur plusieurs années veulent dire voilà, ah mais oui, mais la force de ma boîte, c'est d'être agile. Mais on peut toujours être aussi agile. C'est juste ça qu'il faut retenir. Alors, dans cette phase de développement de stratégie, je disais tout à l'heure, l'important, c'est justement de faire ces diagnostics, ces analyses, de bien structurer les choses. Donc, on a la tête bien faite. En fait, et je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure des stratégies, si on n'est pas capable de la mettre en œuvre, devient une mauvaise stratégie. Donc, même si vous avez fait votre travail de réflexion extraordinaire sur le sujet, si en plus vous avez été accompagné par un très bon consultant, c'est encore mieux, mais même si vous le faites en interne, c'est pas le propos, il faut être capable de le mettre en œuvre. Et c'est pour ça, et ça, moi, 80% de mon temps avec les dirigeants et leurs équipes, c'est dans la mise en œuvre. Ça veut dire quoi la mise en œuvre? C'est-à-dire que donc cette phase opérationnelle, c'est comment je traduis ma stratégie d'entreprise en plan d'action opérationnel. Et là, c'est simple. J'évoquais tout à l'heure un certain nombre de leviers. Levier numéro 1, la gouvernance de votre entreprise. Alors, gouvernance, c'est un terme, il y a encore 10 ans, on l'utilisait que pour les grosses boîtes. Et maintenant, on commence à dire, bah oui, tiens, ça fait sens aussi pour les PME. Bah oui, ça fait sens pour les PME. Parce que tout simplement, c'est que si vous avez si vous êtes avec un associé ou plusieurs associés, comment se répartit les responsabilités, qui fait quoi, comment, au fait, c'est qui produit le plus de valeur, donc, enfin bon, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Bon, c'est également se dire, est-ce que j'ai besoin d'un comité de direction? Comité de direction, on va se dire, bah, c'est l'apanage des grosses boîtes. Bah non, ça peut aussi faire une chose. Et si j'ai décidé d'avoir un comité de direction, faut pas que je le confonde avec un copil.
Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, ça les flatte beaucoup d'avoir créé un comité de direction, mais on se parle de choses opérationnelles au quotidien. Donc on ne fait pas du tout ce qu'on devrait faire dans un comité de direction. Bon, donc ça c'est déjà un premier levier, c'est effectivement la gouvernance de la boîte et ensuite mon rapport aux hommes. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le management humain. Le deuxième levier qui est important, moi mon métier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir des entreprises que je multiplie par 2 ou par 3. Mais à partir du moment où vous êtes dans des croissances qui sont à plus 20, plus 30 par an, vous n'avez même pas besoin de commencer pour savoir qu'il y aura des enjeux de financement. Vous n'avez même pas besoin de commencer pour savoir qu'il faudra anticiper le financement de la croissance. Donc ça, c'est un deuxième levier colossal. C'est quoi ma stratégie de financement? Et ma stratégie de financement, c'est pas ce qu'on découvre souvent dans certaines boîtes en disant, bah tiens, j'ai besoin d'investir dans telle machine ou dans tel truc, ou la start-up qui vous dit, je vais faire la levée, ouais, c'est extraordinaire, je vais faire ma levée d'amorçage de 100 000 balles. Ok, très bien. Sauf que si tu n'as pas prévu quand est-ce que tu allais faire la deuxième levée, que tu n'as pas préparé ton univers financier au fait que c'est pas une levée dont tu as besoin, mais un certain nombre de choses, tu es à la rue. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième levé extrêmement important en termes de stratégie. C'est quoi mon plan concernant le financement. Le troisième sujet, c'est effectivement le commercial. Alors là, en général, c'est pour ça que quand je vous dis tout à l'heure, je suis développeur de PME, les gens me disent, ah ouais, vous occupez du commercial. Bah non. Parce que le commercial, c'est un sujet important, mais parmi d'autres. Et là, si je vous donne 7 leviers, c'est que c'est un levier parmi les autres. Par contre, oui, c'est très important, parce que c'est quand même le haut du compte de résultat, mais ça suffit pas. Et si on se dit simplement, je deviens le roi du commercial, mais que j'ai pas la logistique qui suit, j'ai pas la production qui suit, j'ai pas la R&D qui permet ce genre de choses, bon, bah oui, on pourra faire du développement commercial. Par contre, ce qui est très fréquent aussi dans les petites structures, c'est que on fait du commercial comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait plusieurs millions d'euros et ça veut dire que quelque part son dirigeant et ses équipes, ils sont pas mauvais en commercial, c'est pas le propos. Mais on peut souvent aller beaucoup plus loin en structurant de manière anticipée la façon de faire du commercial. C'est de la productivité. En gros, c'est tiens, on a trouvé tel nouveau segment de marché ou tel type de client, c'est super, ça a marché. Et puis, comme je saisis les opportunités, je vais chercher un autre segment de marché, je vais chercher un autre client. Alors que fondamentalement, cette typologie de client, si j'avais été plus loin et approfondi le sujet, mais je serais enfoncé comme du beurre. Donc apporter de la rigueur, moi à un moment, avant de parler de structure prédictive, ça fait un peu un gros mot, mais c'est bien pour expliquer que je structure les choses et que j'anticipe les choses, on pourrait aussi appeler ça de l'industrialisation du commercial, mais au sens propre du mot industrialisation, quoi. Des process, des rigueurs et un certain nombre de choses. Bon, sachant que les process, ça peut aussi tuer une PME. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment voir ça d'un œil différent, avec les mêmes équipes. Hein. Il ne s'agit pas de se dire, si j'avais des cadors du commerce, ça permettrait de... Quatrième levier extrêmement important, c'est bien sûr le marketing. Mais pour moi, le marketing, et je vais faire simple, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est au service du commercial. On peut se faire des stratégies de marque, de trucs et de machins dans tous les sens, j'en parlais tout à l'heure, mais et faire des investissements. Bon, on mesure pas trop nos investissements communication, mais c'est vraiment important parce que si on le faisait pas, on ne sait pas ce que ça donnerait. Eh ben non, c'est en quoi ça sert le commercial et au sens large la stratégie de développement de ma boîte. Le cinquième levier, c'est, alors là j'ai parlé de marque entreprise, mais c'est en fait tous les sujets de marque, ça peut être aussi de la marque commerciale, ça pourrait être ce genre de choses, mais c'est en tout état de cause le fait d'avoir une stratégie de marque. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est qu'en général, ça fait partie des choses où on n'est pas très très bon, même si on a écrit 2-3 trucs là-dessus. Le sixième levier, et là c'est intéressant, parce que les leviers dont je vous parle là, je les ai pas mis comme ça, il y a un ordre, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les traiter les uns après les autres. Les conseils en organisation, dont je ne suis pas, vont vous dire, je vais vous mettre une super organisation et après, vous allez voir, votre boîte, elle va se développer, ça va être absolument génial. Moi, en fait, j'inverse la pyramide. C'est mon plan de développement, c'est ma stratégie de développement, c'est la façon dont je veux y aller, c'est là où je veux y aller, c'est les étapes dont je fais qui vont me permettre de définir les organisations cibles au service d'eux et pas dans l'autre sens. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que on va recruter des gens plus capés, plus ceci, plus cela, bref, un peu plus cher. On va charger la barque, pour rester dans l'image nautique. Et qu'est-ce qui passe? Après, on court après le chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir ses charges. Donc, les ressources humaines, ça suit, c'est des organisations cibles, mais c'est pas le point de départ.
Et le dernier point, c'est effectivement la transformation digitale. Et là, à nouveau, la transformation digitale, vous la connaissez bien. J'ai un spécialiste, j'allais dire à côté de moi, on va dire de l'autre côté de l'écran. Bon, souvent, c'est une succession de moyens. Et on empile les moyens. Est-ce que ces moyens sont associés, complémentaires, en synergie les uns les autres? Pas toujours. En fait, le truc, c'est si on fait de la transformation digitale, mais ça doit être au service des enjeux business de la boîte. Donc, en quoi ça sert à ça? Bah, Sinon, pas, bah oui. pas que business du coup, mais vraiment c'est vrai que c'est bien que ça arrive en position 7 puisque on doit répondre. Enfin, bon, l'enjeu de gouvernance un peu moins, mais ça va décider le reste. Mais les financements vont avoir une incidence parce que des fois on va dire bah le site ou le RP, tout ça, en fait, on le verra plutôt dans un an parce que tout de suite là en ce moment, on a plutôt besoin justement d'aller chercher d'aller chercher du chiffre d'affaires. Donc on peut faire un site très très simple et c'est surtout de la communication. Sur le développement commercial, bah ça extrêmement important en fonction du nombre de leads dont vous avez besoin ou du nombre de clients dont vous avez besoin, c'est pas la même chose qu'on met derrière. Le marketing extrêmement important, stratégie de marque aussi, le positionnement du site, voilà, l'image de marque qui va être reflétée sur le site ne va pas être la même en fonction du positionnement que vous souhaitez avoir. Et la partie ressources humaines aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont 10, 20 salariés. Ils disent non, mais la marque employeur, on s'en fout, un espace de recrutement, on s'en fout. Alors peut-être dans leur plan de financement ou dans leur plan de développement, pardon, ils voulaient tripler la taille de la boîte. Bah, ça veut dire qu'ils vont devoir recruter en masse et recruter, c'est pas de la tarte. Et donc, du coup, il faut se faire aider par le digital. Mais je suis d'accord avec toi que plus nous, en tant qu'agence, on a les réponses aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus notre recommandation sera efficace et plus on ira vite. Exactement. Donc là, je disais tout à l'heure que cette première phase opérationnelle, c'est vraiment, je traduis la stratégie en plan d'action, mais en fait, le point d'après, si ça veut passer, tiens, ça passe pas, je sais pas pourquoi, hop, 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 oui, voilà, c'est qu'en fait, euh, il faut mettre en place une plateforme de chantier de transformation. C'est-à-dire que les plans d'action se structurent autour d'une plateforme. C'est une forme de tableau de bord. En fait, qu'est-ce que je dois changer dans ma boîte? Et on va gérer ça en mode projet. On va se dire, bon, quel est le planning que je me donne? Quel est le budget? Sur quel sujet je travaille? Un certain nombre de choses. Mais en tout état de cause, si on dit qu'il y a un écart stratégique entre là où je suis et là où je veux aller, bah, ces chantiers de transformation, ils ont forcément leur raison d'être. Et comme on est en PME et que les gens qui vont s'occuper de ces chantiers de transformation, ils s'occupaient déjà bien avant d'avoir ces chantiers de transformation. Je veux dire, il va bien, d'une part, on va devoir les étaler dans le temps, donc on va pas pouvoir tout faire en même temps, mais surtout aussi, c'est qu'il va falloir créer une envie, une motivation pour que les gens se disent ah ouais, j'ai vraiment envie de le faire puisque je vais contribuer encore plus au développement de ma boîte. Et c'est pour ça que j'ai souligné en disant que l'humain est au cœur de la mise en place des plans d'action, c'est parce qu'en fait, ce qui fait la différence entre l'entreprise A et B qui sont dans le même secteur, qui ont la même taille et qui ont les mêmes technos, c'est les hommes. Et donc, les collaborateurs qui deviennent des chefs de projet de ces chantiers de transformation, qui vont avoir la fierté et la motivation de contribuer. On va travailler aussi sur la communication interne. Ça, moi, je suis absolument épaté, mais dans l'univers des PME, c'est un des sujets les plus maltraités, la communication interne. Bah, c'est normal, on n'est pas nombreux, donc tout le monde est au courant. Bah non. Ouais. Bah non. D'ailleurs, bah nous, on pense même à 20 que la communication est géniale. Et à chaque fois qu'on fait des petits audits RH, machin, les trucs qui reviennent le plus, c'est ça manque de communication. Alors on dit, mais putain, on parle toute la journée et tout. Oui, mais faut le structurer un peu et il faut que la communication soit quand même bien gérée, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas développer sur ce point-là parce que c'est un truc qui me passionne absolument. Mais pour le coup, quand j'accompagne des boîtes en communication interne et que le dirigeant au départ a fait la moue en disant bah ouais c'est pas la peine, un an ou 2 ans après, il me dit mais c'est absolument extraordinaire ce que ça donne parce qu'en fait ça crée une productivité parce qu'une envie d'eux pour 0 € quoi. Et les gens se font plaisir. Tu parlais tout à l'heure. Pour moi, la meilleure des motivations, c'est le plaisir. Hein. Je parle dans le Ouais, travail. Hein. Donc, et c'est ça qui est vraiment important. Mais bref, ça ouais. c'est un autre sujet. Donc, en synthèse de ce que je viens de vous raconter, bah voilà, c'est-à-dire simplement, on a dit 5 grandes étapes le diag, la vision, la synthèse du diagnostic. Bon, ok. Mais ce qui est presque le plus important pour moi, c'est le bas du tableau. C'est-à-dire quand on a bien fait son boulot dans la partie amont, ensuite, c'est de se dire, bah, je ne vais pas travailler un sujet. Moi, souvent, les dirigeants viennent me dire, ah oui, pour faire décoller ma boîte, il y a ce truc-là à travailler. Mais il me faut un quart d'heure, une demi-heure pour lui démontrer qu'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc oui, il avait raison, son diagnostic était le bon. Mais ça suffit pas parce qu'il y a des interactions entre tous ces supports. Et donc, si on le fait pas, ben, et c'est ce qui fait que là, je vais taper dans les pieds des consultants en général, c'est que la plupart des gens qui font du conseil sont sur un sujet donné. Moi, je suis le roi du commercial ou je suis le roi de la finance ou du RH. Mais si vous venez optimiser un sujet à cet endroit-là,
bah, vous aurez amélioré. Mais la boîte, elle va pas fondamentalement changer. Si la boîte travaille sur tous ces sujets, là, vous amenez une boîte à se multiplier par 2 ou par 3. C'est pas de la magie, hein, c'est plus simplement un mode de fonctionnement de boîte. Mais pour détaper ces pauvres consultants que tu viens de taper, je pense que il est important comme tu le dis, de bien travailler sa stratégie en amont. Mais une fois que cette stratégie est claire, que ta mise en œuvre opérationnelle, elle est claire aussi, potentiellement, ça peut passer après par le champion du monde en commerce qui va aider l'unité commerciale parce qu'on a décidé que, quoi. Mais c'est vrai que ça vient dans un second temps, quoi. Mal exprimé, Julien, c'est pas ce que je voulais Ouais. dire. Je ne tapais pas sur le fait Non, mais qu'il je soit rigole, c'est mono-expertise, juste pour c'était en le rajouter. fait. Non, non, mais tu as raison. Mais c'est juste pour dire que le dirigeant devra avoir envie de travailler et sur le commercial, et sur le marketing, et sur la finance, et sur les RH. Et que, alors que lui, sa vision de dirigeant, en fait, moi, je m'adressais plus aux dirigeants en disant ça, c'était pas par rapport au consultant, qui se dit, je vais régler un problème et ça va le faire. Et la réponse est non. Mais c'est pas un problème de consultant. Je suis bien d'accord. Donc, simplement, alors moi, je vois l'heure qui tourne et je veux Ouais, pas, je pense qu'on va passer la stratégie de marque, donc, effectivement. mais simplement, donc je vais survoler les choses parce qu'en fait c'était le dernier point, mais et je vais aller très vite là-dessus. En fait, à nouveau, ce que je vous invite à faire, c'est de donner un cadre stratégique à ce que vous faites en termes de communication. Vous pouvez concevoir le meilleur plan de communication du monde, s'il n'est pas dans un cadre stratégique, au service bien sûr de la marque, mais du développement de l'entreprise, ça va pas le faire. Donc, il sera peut-être pas mauvais, ça fera peut-être superbe sur des PowerPoint, mais fondamentalement, ça va pas être suffisant. Et l'autre sujet, c'est effectivement la notion de positionnement, positionnement de la marque, parce que c'est un des éléments clés de la plateforme de marque. Donc, et un autre élément, mais je ne le creuse pas sur le renforcement de la marque, vous posez la question dans votre entreprise, est-ce qu'on a une marque forte chez nous? Eh ben, je vous donne mon billet qu'il y a 50% des gens qui vont vous dire qu'on a une marque forte et 50% des gens qui vont dire qu'elle n'est pas forte. Bon, et ça, c'est un autre débat et on C'est pourra. déjà bien s'il y en a 50%. Nous, en général, les clients, ils voient leur marque comme un logo. Ils disent, ouais, on va refaire le logo et hop, on a une nouvelle marque. Mais effectivement, il y a, Exactement. il y a- il y a un peu de taf en amont, mais après, il faut faire le plus beau logo du monde. Ouais, ça, c'est On clair. est d'accord. Et ce qui est important, et c'est pour ça que plutôt que d'entrer dans tous les arcanes de la stratégie de marque, moi, j'ai essayé de vous faire ici une liste de tous les facteurs clés de succès. Et là, simplement, quand vous les découvrirez chacun, les uns des autres, c'est de se dire, mais au fait, je coche combien de cases? Jusqu'à quel point je suis bon sur cet élément? Jusqu'à quel point je pourrais être meilleur? Jusqu'à quel point, ouais, ça va pas du tout. Bon, et ça, c'est vraiment un point extrêmement important parce que on pense, comme tu disais, que la marque, ça se réduit à 2, 3 trucs. Et là, vous voyez qu'on aborde à peu près tous les sujets. La formalisation, quand j'utilise le terme formalisation, c'est toujours de se dire n'importe quelle stratégie, si on l'écrit pas et qu'on l'a clairement dans sa tête, ça fait pas le taf. Parce qu'une stratégie qui est écrite, elle est opposable. Opposable aux gens qui pourraient vous dire elle tient pas la route de stratégie, mais opposable à vous-même. Et quand vous-même vous êtes un chasseur d'opportunités, ah ben ouais, non, c'est pas la peine d'y aller puisque j'ai écrit il y a 3 mois qu'il fallait que je fasse ça. Bon, cohérence stratégie générale, on est d'accord. Protéger son territoire de marque, c'est aussi un point important parce que fondamentalement, on peut écrire des choses et faire complètement l'inverse. Moi, j'ai travaillé dans des univers où la même marque, en France, elle était positionnée moyen de gamme, et dans tous les autres pays à l'étranger, elle était une marque très ultra premium. Bon, et ben après, ça posait un problème. Et là, moi, je me souviens, le dirigeant m'a dit bon bah écoute, ce serait peut-être pas bien que tu arrives à me resserrer tout ça. Et en fait, la solution, ça n'a pas été de réécrire à la marque, de faire des logos ou autres, ça a été de dire bah, cette marque en France, je vais la virer de 2 distributeurs ultra importants pour la laisser en distribution spécialisée. Sur un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, il faisait une croix sur 13 millions d'euros. Ça s'appelle du courage stratégique. Bon, sauf que derrière, il a fallu quelques années pour qu'il se rapproche de son chiffre d'affaires, mais surtout, il a multiplié par 3 ses marges. Donc voilà, on a parlé de modèle économique. La force du positionnement. Alors là, moi, il y a un truc que j'aime bien toujours citer cet exemple, c'est, vous savez, quand aujourd'hui, on a les applis dans tous les sens qui se multiplient. Et puis, la question quand on est le créateur de cette appli, c'est de se dire, mais au fait, est-ce que je la fais gratuite ou je la fais à 1 euro ou est-ce que je la mets à 15, 20 ou 50 euros? Mais effectivement, il faut élargir le nombre d'utilisateurs, ce genre de choses. Bon, bah, posez-vous toujours la question, c'est quoi le positionnement? Donc, le fait de se dire, et ça c'est souvent le propre des entreprises qui démarrent, c'est pour trouver mon marché, mes clients, je vais rendre ça plus accessible en termes de prix et je remonterai plus tard. Déjà, c'est très difficile de remonter plus tard en termes de prix, mais surtout, vous avez complètement flingué votre positionnement.
Mais ça, c'est un truc qui se fait tous les matins. Hein. Donc, voilà. Petit-déj, tous les matins. Hein. Après, on se parle de notoriété de marque. Ah oui, la notoriété de marque. Il y a combien de boîtes, dans les gens qui nous équipent aujourd'hui, qui mesuraient la notoriété de vos marques? C'est quand la dernière fois on l'a mesuré? Pas simplement, on a l'impression que. Bon, l'image, c'est à peu près la même chose, légitimité, caution scientifique ou autre. Il y a un truc aussi important que j'ai envie de vous dire, c'est que en termes de marque, l'objectif n'est pas forcément de devenir leader, parce que quand on devient leader, bah déjà on est peut-être trop petit pour pouvoir le devenir, mais même je veux dire, on se fait taper dessus dans tous les sens. Mais le Graal, c'est pas d'être leader, c'est d'être référent. C'est celui que l'on interroge chaque fois qu'on se pose une question, même si on n'est pas le plus grand, parce qu'on sait qu'on est ultra pertinent dans le domaine où on se trouve. Et ça, c'est absolument génial. Et du coup, bah, quand on est le référent, on peut aussi se vendre plus cher. D'ailleurs, en petit slogan que je retrouve souvent sur des boîtes qui arrivent à bien se débrouiller, qui sont sur des belles croissances, plutôt que de mettre leader sur mon marché machin, comme on retrouve sur plein de sites, alors que souvent c'est faux, ils vont mettre plutôt la marque de par référence. Voilà, je retrouve pas forcément référence, mais la marque de préférence souvent. C'est la marque de préférence dans tel domaine et ça donne un positionnement où on voit qu'ils mentent pas, ils sont pas leaders, ils mettent un positionnement. En gros, ils disent voilà, soit c'est la préférence, soit c'est la référence ou autre, mais c'est vrai que tout le monde sinon est leader de quoi que ce soit. Hein. Ben Moi, voilà. je suis Là, je suis le leader de Lyon. Je parlais pas du déclaratif, je parlais Ouais. de la façon dont les gens le perçoivent en se disant Mmh. si demain j'ai envie d'acheter un téléphone, il y La a marque 3-4 marques référente, que je c'est fais. machin. Voilà, c'est vraiment le truc. Et ça, c'est très rare qu'on arrive à ce genre de choses. Bon, les valeurs de la marque qui sont pas celles des produits et des services. La marque, c'est sur un terme long. À nouveau, c'est du temps long. C'est très long à construire. C'est très rapide à déconstruire, mais c'est très long à construire, alors que le cycle de vie des produits ou des services est beaucoup plus court. Donc, on peut changer de slogan de communication tous les ans. C'est pas plus mal d'avoir une signature de marque qui dure un certain temps, par exemple. Donc voilà, on est sur un temps long, on n'est pas sur le même temps. Et puis le dernier point, encore une fois, je vais un peu vite sur là-dessus, c'est et ça on conçoit de plus en plus, c'est la proximité de ces cibles. Quoi. En quoi on leur parle et par tous les points de contact qu'on peut avoir. Mais là-dessus, tu es un expert, donc je vais pas revenir là-dessus. Et j'ai insisté aussi sur le côté multidimensionnel. Ne pas confondre la marque entreprise avec les marques commerciales ou avec les marques produits. C'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, les stratégies de marque ne s'écrivent pas de la même façon. Merci. Alors là, pour le coup, je vais survoler, je vais pas entrer dans le détail. Donc ça fait déjà 1 heure, Frédéric, tu vois, t'es vraiment Bon, alors je m'arrête. intarissable. T'avais raison. Attends. Ouais, t'es vraiment intarissable. Bon, j'ai pas été bon, alors j'ai pas réussi à t'emmener jusqu'au bout. Putain, on a fait que 2 tiers des slides là. En tout cas, du coup, toutes les slides vont vous être renvoyées, donc vous pourrez prendre le temps de les consulter. Vous voyez que Frédéric est intarissable. Alors là, il passe rapidement les slides là en fond, mais on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Bah, en gros, plan d'action, il y avait la vision stratégique de la transformation digitale. Tu as mis les leviers de la transformation digitale. Tu as mis Et pour finir on voit là-dessus. encore le plan d'action. Et là, on s'arrête, c'est la dernière slide. Et là, on n'était pas. Non, regarde, il y en avait encore. Il y en avait encore. Il y avait plein de trucs. Après, Ouais, ça mais non, parlait d'Egnosa. j'avais pas l'intention de présenter ça. Moi, je m'arrêtais là. Ouais. En tout cas, donc, si vous voulez en savoir plus, parce qu'il a encore beaucoup plus de choses que ça à dire, Frédéric, eh ben, je vous invite à le rajouter sur LinkedIn, à le demander en contact. N'hésitez pas à préciser que c'est en lien avec le webinar. Comme ça, Frédéric arrivera à se souvenir voilà, qu'ils disent pas de bêtises. Il dit, ah ouais, j'avais dit ça, faut pas que je dise le contraire. Non, je rigole. Il dit toujours, il est assez cohérent quand même. Donc, n'hésitez pas à rajouter. Donc, c'est Frédéric Pichon. Pichon. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Si on n'est pas en contact, voilà, moi c'est Julien Deremo aussi. Vous pouvez m'ajouter avec grand plaisir. Donc rajoutez Frédéric Pichon. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous avez en lien avec votre stratégie. Challengez-le, demandez-lui de voir s'il a quelques idées pour votre boîte. Vous verrez après ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être que très 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 utile. En attendant, je vous mets un petit questionnaire pour ceux que ça peut intéresser, qui permet de faire un audit de votre maturité digitale pour voir un petit peu où vous en êtes. Notamment, ça va parler un peu de stratégie aussi, pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc, je vous invite à prendre, ça prend en général 2 minutes maximum. Ça vous donne une note ça fait un classement pour savoir à quel point vous êtes avancé ou pas en maturité digitale. Je pense que ça pourrait être un outil aussi pas mal, Frédéric, à faire pour le domaine de la stratégie d'entreprise, un peu un petit quiz où en quelques questions, on arrive à déterminer quel est notre niveau en stratégie d'entreprise pour voir si on a vraiment besoin de toi ou si on est déjà un champion du monde, même si je pense que même les champions du monde ont toujours le besoin d'être challengés. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette première partie. Merci Fred, merci à tout le monde et Salut. à la prochaine. Il y a plein de webinaires qui sont prévus. Si vous allez sur le site de Pilotine, dans la partie ressources webinaires, vous voyez, il y en a, je crois, 6 qui sont prévus jusqu'au mois de mai. Référencement naturel, publicité, stratégie digitale, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Excellente journée Frédéric et à plus.
Ciao, ciao. Merci à tous. Merci, au revoir.